Bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation parce que je pense que c'est un moment important qui m'est donné de vous parler en fait des troubles cognitifs qui jusqu'à présent en fait n'ont jamais eu leur place dans les séquelles qui devraient être accompagnées. Alors je vous ai pas fait de petit PowerPoint, néanmoins j'ai essayé de construire un exposé qui j'espère dépassera pas trop le temps. Puis si on a le temps, même on se donnera le temps d'un petit exercice. Comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on fait. Alors, au décours d'une consultation, il y a 4 ans, je me risque, pour la première fois de ma carrière, à une question qui n'est jamais, ou que trop rarement posée à une jeune femme qui a une quarantaine d'années. Et je lui dis, avez-vous remarqué si vous avez du mal à vous concentrer, ou à vous souvenir de quelque chose qu'on vient de vous dire, ou de ne plus arriver à organiser les choses que vous faisiez parfaitement avant et sans y réfléchir? Et là, la jeune femme, elle me regarde intensément et tout à coup, ses yeux ils se remplissent de larmes. Pour la première fois, elle n'est plus seule avec ce tabou, avec ce trouble indicible et invisible. Ma simple question est la réponse à une angoisse qu'elle supporte depuis des mois, depuis qu'elle a commencé sa chimiothérapie. Quand elle s'était risquée au décours d'une conversation, qu'elle avait d'ailleurs pris soin d'habiller avec de l'humour, je sais pas ce qui m'arrive, mais un vrai poisson rouge, hein, j'oublie tout. Une amie lui avait dit, oh oui, mais tu es moi aussi, hein, quand je suis fatiguée, puis l'âge, la charge mentale. Puis son médecin généraliste aussi, qui était assez démuni, avait évoqué un possible état anxieux, voire dépressif. Une chose était certaine, c'est que jour après jour, ses difficultés cognitives l'angoissaient de plus en plus, le manque de réponse l'a minée. Elle s'est enfermée, elle s'est repliée sur elle en évitant les sorties aux conversations trop animées. Elle se protégeait des situations qui risquaient de la mettre en difficulté et puis surtout ces situations qui risqueraient aussi de dévoiler ce qu'elle vivait avec beaucoup de honte. Son humeur a changé, elle s'est découragée, elle est devenue triste. Elle s'est même dit qu'elle ne serait plus jamais capable de reprendre son travail, qu'en plus de son sein en moins, elle était devenue idiote. Et puis elle s'est sentie chaque jour devenir incapable. Alors, le Chemobrain. Le Chemobrain, il définit des troubles fréquents, transitoires, à plus ou moins long terme, en lien avec un déficit cognitif post-chimiothérapique, alors même que l'imagerie cérébrale est normale. Donc c'est un concept qui est apparu dans les années 90. C'est d'abord des femmes qui étaient atteintes d'un cancer du sein qui ont eu cette plainte, et puis elle a été confirmée par des tests psychométriques qui ont objectivé un déficit mnésique, des difficultés dans les fonctions exécutives et visio-constructives, des troubles de la concentration, des processus logiques, une baisse des performances d'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est atteint, ça va être la vitesse de traitement, ça va être l'attention. Alors l'attention, c'est quoi? Rapidement, je vais vous expliquer ça. L'attention, c'est une fonction du cerveau qui nous permet de sélectionner les informations dont on a besoin. Donc l'attention, c'est notre capacité à être concentré et à chercher des informations. Et cette concentration, en fait, c'est le socle, c'est la base, en fait, de tous nos processus cognitifs, de tout ce qui va nous permettre, en fait, de faire le reste. Ok? Donc, il va y avoir plein de types d'attention. Il y a l'attention flottante. Ok, je suis là et il y a plein d'informations qui m'arrivent et ça, c'est important parce que j'ai besoin un petit peu de tout ça. Je suis en train de conduire, je suis en train de... Voilà. Puis il y a l'attention qui va être un petit peu plus focalisée sur quelque chose en particulier. Je vais être concentrée. Et puis, il y a l'attention aussi qui va me permettre de checker plusieurs éléments. Une attention divisée. Je vais faire plusieurs choses à la fois. Je vais surveiller plusieurs choses à la fois. Puis il va y avoir l'attention qui va être soutenue, celle qui va devoir durer longtemps. Il faut que je reste concentré longtemps sur quelque chose. Ou alors, simplement, l'alerte. Hop, il y a quelque chose qui me réveille. D'accord? Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants et qu'on va beaucoup travailler. Puis ensuite, il y a la mémoire. Alors la mémoire épisodique, c'est quoi? C'est un petit peu celle de tous les jours. C'est ce qui m'arrive. C'est mon agenda. Hein, ma journée elle est organisée comme ça, je sais que le mois prochain j'ai ça à faire, qu'il y a tout un tas de choses qui vont s'organiser, dans ma tête c'est fluide, ça marche. La mémoire de travail, celle-ci elle est très importante, elle est beaucoup touchée, c'est celle qui vous permet rapidement de mémoriser un certain nombre d'informations. Là vous avez à peu près 5, 7 cases que vous allez pouvoir remplir avec des informations dans votre cerveau. Et puis, alors ces informations, ça va être quoi? Ça va être tout ce que vous avez vu. Hein, c'est ce qu'on appelle le calepin visio-spatial. Et puis tout ce que vous avez entendu, la boucle phonologique. Puis ça, en fait, ça tourne dans votre tête. Le temps que ça dure de quelques secondes à quelques minutes, le temps que vous en fassiez quelque chose. Et puis du coup, après, voilà, vous êtes capable de donner une réponse, etc.
Et puis toutes les fonctions exécutives, ça va être inhiber un réflexe, ça va être être capable de passer d'une consigne à une autre, etc. Et puis après toutes les fonctions qui sont un petit peu plus supérieures, qui vont être le raisonnement, l'organisation, etc. Voilà. Donc dans la vie de tous les jours, ça va donner quoi ? Ça va dire qu'on ne va plus arriver à suivre une conversation si elle dure trop longtemps, ou s'il y a plusieurs personnes. Ça va être ne plus réussir à poursuivre une lecture, même quand elle est simple, sans avoir le sentiment de ne plus savoir ce qui était dit quelques lignes plus haut. Ça va être raccrocher le téléphone en ne sachant plus ce qui vient d'être dit. Ça va être ne pas être capable d'organiser la fête de famille ou les vacances, comme on l'a toujours fait. Ça va être d'être lent, et puis de ne plus pouvoir faire deux choses à la fois. Bon, alors ça y est, je sens que ça va frémir dans la salle, vous allez vous découvrir tous des troubles cognitifs. Donc, rassurez-vous, ce qui fait la différence, c'est la fréquence, l'intensité et l'accumulation de tous ces troubles. Alors, néanmoins, on est quand même confronté à la difficulté de poser un diagnostic précis sur ce chemobrain parce que ces troubles sont subtils. Alors, vous expliquez ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être entre deux seuils, un seuil normal et un seuil pathologique, mais néanmoins, la patiente, elle se plaint de troubles. Pour vous expliquer rapidement ça, parce que des fois c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on en est. Une personne qui est victime d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, elle va présenter des troubles cognitifs massifs qui vont atteindre un seuil pathologique. Là, on parle d'un effondrement des capacités cognitives ou langagières. Comment est-ce qu'on va mesurer ça, nous? Eh bien, avec des tests psychométriques qui sont normés. Ça veut dire qu'on va créer, et puis on va faire passer des épreuves spécifiques à un très grand échantillon de personnes de la population générale. Bon, alors on va les classer par âge, sexe, etc. Et puis, tous ces résultats, en fait, ils vont se répartir selon ce qu'on appelle une loi normale. Ok, normale. Je vous en dis pas plus parce que bon. Eh bien, il faut savoir que c'est autour d'un score moyen, 10, par exemple, comme la moyenne au bac, autour de score moyen, eh bien finalement, on va se regrouper 68 et quelques % de la population. Donc on a 10, et puis autour, on a à peu près 70% de la population. Alors, il y en a qui sont un petit peu mieux, puis il y en a qui sont un petit peu moins bien, mais finalement, voilà, ça c'est la moyenne c'est la population normale qui a ce score. Voilà, c'est une moyenne haute ou basse. Et puis, il y a une autre partie de la population qui va présenter un score qui va être significativement plus élevé. Là, ce sera à peu près 14%. Et puis, à l'inverse, on va trouver d'autres personnes qui vont réussir significativement moins bien que le reste de la population. Et là, on est aussi à 14%. Et bien, les troubles subtils, ils sont dans cette partie-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, avant, elle n'était pas dans cette partie-là. On est d'accord. Et puis ensuite, il y a une autre partie de la population qui réussit franchement très très bien. Là, on est à 2%. Alors là, c'est les brains. Okay. Et puis, de l'autre côté, eh ben, on a une autre partie de la population qui réussit franchement très très mal. Moins de 2% de la population réussit moins bien qu'elle, pour vous dire. N'empêche que c'est là, en fait, que se situe le seuil pathologique. D'accord? C'est à peu près comme ça que nous, on les évalue. Alors, en cancéro, en fait, on trouve, selon les études, entre 25 et 75% de personnes qui présentent des troubles cognitifs. Alors, vous allez me dire pourquoi cette variation? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'à peu, on n'avait pas clairement défini les normes pour mesurer ce trouble. Et dorénavant, en fait, l'International Cognition and Cancer Task Force a posé des critères très objectifs et très précis pour le mesurer. Donc maintenant, on se donne en fait ces moyens-là. Alors, passons maintenant aux origines de ce chemobrain. Eh bien, en fait, c'est une origine qui va être multifactorielle. On va parler d'une toxicité directe, moléculaire, sur les neurones et les cellules gliales, matière grise, matière blanche, qui vont en fait entraîner des modifications anatomiques et qui vont perturber les fonctions neuronales et la plasticité. Alors les neurones, c'est quoi? C'est des cellules qui ont une espèce de long axone comme ça, et en fait, elles servent à transmettre l'influx électrique, et là, c'est toutes les informations qui sont nécessaires au fonctionnement du corps humain. Et puis on a les cellules gliales, donc elles sont nécessaires pour autre chose. C'est elles qui vont produire la myéline, c'est cette couche de graisse qui va isoler la fibre nerveuse des axones pour permettre en fait la bonne transmission de l'influx nerveux. C'est elle qui véhicule aussi les nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Et puis c'est aussi les cellules immunitaires qui sont responsables de l'organisation de la défense contre les éléments pathogènes. Donc on est bien d'accord, quand ça commence à être bousculé, ça va déjà marcher beaucoup moins bien.
On parle donc aussi d'effets neurotoxiques. Donc à l'imagerie, en fait, des chercheurs ont prouvé un dysfonctionnement de l'hippocampe qui va impliquer un déficit dans les processus d'apprentissage, dans les capacités mnésiques et la stabilité de l'humeur. Et puis on a une autre toxicité, c'est la toxicité indirecte. Très souvent, les traitements par chimiothérapie, ils vont s'attaquer à la vascularisation de la tumeur, pour qu'elle, si elle est moins bien nourrie, elle va se développer moins vite, sauf que bien évidemment, du coup, ça va venir jouer sur la vascularisation du cerveau qui va être en fait du coup moins bien oxygéné. Donc pour un maintien à des performances à peu près égales, le cerveau il va compenser parce que le cerveau il sait faire beaucoup de choses. Et puis du coup il va solliciter beaucoup plus des zones beaucoup plus larges du cerveau, ce qui va avoir pour conséquence en fait une fatigabilité cognitive. On ne va pas réussir à réfléchir très longtemps. Et puis ensuite une dernière chose, c'est l'effet d'annonce. Ça, c'est quelque chose qui a été constaté sur 25 à 33% des patientes qui étaient atteintes d'un cancer. Et pareil, à l'imagerie cérébrale, on a vu en fait une diminution de l'activation de zones qui jouent un rôle majeur dans la planification et les fonctions exécutives. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit peu le tableau. Ramené à tout ça, voyons voir ce que ça peut faire, ça, par personne qui pourrait être concernée par ça. En France, 400 000 nouveaux cas de cancer tous les ans. 50% des cancers concernent des adultes qui ont moins de 65 ans. Un tiers des malades travaillent au moment du diagnostic. 308 000 patients seront traités par chimiothérapie et entre 30 et 50%, soit plus de 100 000 patients, vont présenter des troubles cognitifs. Ça veut dire que ça fait à peu près 35 000 personnes qui sont en activité professionnelle au moment et qui vont présenter ce type de risque. Donc bien évidemment, heureusement, les progrès sont là, on est d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de personnes de moins de 15 ans et plus, qui vit en ayant eu un cancer est l'ordre de 3 millions. Toutes ces personnes, elles ont eu des traitements lourds, elles sont susceptibles de présenter des troubles cognitifs et elles ont une vie à reprendre. Alors, on va revenir à la patiente dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous que du coup, je lui ai proposé de participer à une étude que je coordonnais à l'Institut Bergonié. Avec 29 autres patientes, elle a accepté de suivre un dispositif d'accompagnement à la reprise professionnelle qui comportait en fait 2 volants, l'un social, donc avec un parcours administratif du retour à l'emploi, et puis l'autre neuropsychologique. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que la proposition des ateliers cognitifs suscitait un réel intérêt. Alors prioritairement, bien sûr, ces ateliers ils étaient réservés aux patientes qui participaient à la recherche, mais on avait quand même décidé de les ouvrir aux autres patients de l'Institut Bergonié. Donc la demande en fait a été croissante, c'est-à-dire qu'on avait prévu un atelier tous les 15 jours. Puis un jour, je me suis retrouvée à 18 dans l'atelier, donc je me suis dit c'est pas possible, je savais pas bien gérer les inscriptions. Donc on est passé à un atelier par semaine, et puis ensuite on est passé à 2 ateliers par semaine. Et les ateliers sont toujours pleins. Et en fait, on a toujours les 2 demandes. Et puis, on a eu aussi pas mal de demandes de patients qui venaient d'autres structures ou alors de départements limitrophes. C'est ainsi, en fait, que finalement, 66 patients externes à l'étude sont venus se rajouter aux fréquentations des ateliers. Pour vous dire un petit peu comment est-ce que ces troubles cachés, ils sont quand même très peu couverts. Alors, finalement, ça a été en 12 mois, 384 participations. Sur 12 mois, donc avec une moyenne de 8 patients par atelier. Alors, la satisfaction, elle était très grande, c'est-à-dire plus de 90% des patients étaient satisfaits et surtout très satisfaits. Ce que ça leur apportait, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit quand ils avaient la possibilité de s'exprimer librement, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas posé de questions précises, mais ils disaient que voilà, plus de 50% disaient qu'il y avait des progrès cognitifs perçus, avec une récupération cognitive qui était ressentie aussi dans leur quotidien, avec un sentiment de reprise de contrôle sur leur vie, se sentir plus active, en utilisant les stratégies qu'ils avaient apprises en atelier, puis aussi la gestion du stress, une reprise de la confiance, et puis aussi un vecteur de lien social, qui est très nécessaire des fois dans l'après-traitement, avec ce sentiment comme ça d'être un petit peu abandonné. Ce que les patients demandaient, eh bien, c'est... de ce que j'ai interprété, bien évidemment, c'est face à l'inégalité géographique, c'est la multiplication des ateliers. Ils ont dit, mais en fait, il faudra en faire partout de ces ateliers, pas que à Bergonié, bien sûr. Et puis, c'est aussi un travail intensif. Moi, j'ai commencé au bout d'un moment à leur donner des feuilles de papier avec des exercices à faire chez elles. C'était surtout elles parce que c'était des patientes. Et c'est pourquoi, en fait, la possibilité de bénéficier de séances d'intensification et de l'entraînement à leur domicile grâce à une web application
dont je leur ai parlé a été accueilli avec un grand enthousiasme. Donc ça, ce sera la deuxième marche. Alors les chiffres. Les chiffres de cette étude, puisque ça reste quand même le nerf de la guerre quand on veut faire reconnaître une cause. Alors la préservation de la fertilité, elle est remboursée. Malheureusement, la restauration des neurones ne l'est pas. Mais on y viendra, je vous promets que je vais me battre pour. Alors, la proportion des patients qui présentaient des troubles cognitifs avérés dans notre groupe était de 65,5% des patients. 2/3. 44,8% des patients présentaient un score d'anxiété qui signait une symptomatologie certaine. À l'issue du parcours, plus que 21,4%. De même, 17,2% des patients présentaient un score de dépression qui traduisait une réelle symptomatologie dépressive. Elles ne sont plus que 10,7 à la fin du programme, avec une amélioration statistiquement significative. Il faut toujours qu'on dise ces mots-là, parce que c'est très important pour nous. Sur une échelle de qualité de vie, on avait une amélioration encore significative de la qualité de score de santé globale et surtout des capacités cognitives perçues. Sur une échelle de fatigue, de nouveau, celle qui clignote, c'est la dimension de l'humeur et des capacités cognitives qui est améliorée et significativement. Sur la plainte de l'échelle cognitive, finalement, au début, elle ne montre pas une perception d'effondrement cognitif, comme si, face aux pathologies qu'on a pourtant constatées dans les mesures objectives qu'on a faites de ces patientes, en fait, les patientes, quand même, elles réussissent à gérer l'accumulation des déficits. Elles organisent des espèces de compensations, elles limitent cette sensation de trouble. N'empêche qu'à l'issue du parcours, elles ont quand même une sacrée bonne récupération, en tout cas en termes de leur perception. Et puis on avait aussi un questionnaire de la motivation à la reprise professionnelle, puisqu'on était quand même dans ce contexte-là. Et bien là, finalement, on avait encore des améliorations significatives par rapport à la représentation qu'on avait de son poste de travail, qu'on allait retrouver, des missions qu'on avait à mener. Et puis aussi de ses conditions physiques et intellectuelles, et puis surtout de la motivation et du sentiment de se sentir prêt. Ça, c'est très, très important. Alors, les ateliers, ça repose sur quoi? Ce que je dis toujours aux patients, c'est, voilà, avant votre cancer, vous faisiez du vélo, une côte comme ça, vous arriviez à la monter. Bon, ok, vous arriviez en sueur, peut-être à bout de souffle, en haut, vous terminiez la côte en danseuse sur le vélo, peut-être que vous aviez un peu posé le pied au milieu de la côte, mais n'empêche que vous y arriviez. Aujourd'hui, le cancer, il est passé par là. Il n'y a plus de muscles. Donc, il va falloir qu'on remuscle tout ça. Okay, donc, on va faire des exercices, on va recréer des connexions pour remettre en place des processus, des apprentissages. Okay, donc, on va se remuscler, mais aussi, en plus, je vais vous apprendre à vous servir du dérailleur du vélo. Parce qu'avant, vous ne vous en serviez pas, mais là, maintenant, on va apprendre à s'en servir parce que c'est le moment. Ok ? Une autre chose qui est très très importante, c'est une charte essentielle dans nos ateliers, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Tout le monde arrive avec un passé avant. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'avant, dans la vie de tous les jours des patients, ils s'en sortaient. Ils allaient au travail, ils assumaient à la maison, etc. Donc, ok, tout le monde était ok et on n'est pas là pour passer un examen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver la zone de confort, puis voir un petit peu plus après tout. Ok ? Donc, on n'a pas de niveau à atteindre, on ne passe pas un examen. Autre chose, c'est les Jeux Olympiques neuronaux. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de participer, c'est pas de gagner. Ce que je leur demande, c'est pas de réussir l'exercice, c'est de le faire. Simplement, de mettre le cerveau en situation de travailler. La réussite, ça viendra après, ce sera surtout que de mieux en mieux, on y arrivera, on se sentira plus à l'aise. Et puis encore, c'est le premier pas qui coûte. Le premier atelier, en général, c'est l'horreur. Des fois, il y a des patientes, elles repartent en larmes, donc moi je les préviens toujours au début, un premier atelier, c'est surtout ne vous comparez pas aux autres, surtout les consignes, ça va être compliqué, parce que c'est toujours compliqué les consignes, donc ne vous inquiétez pas, c'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et puis surtout de se dire que voilà, cette récupération elle arrive, alors des fois il y a... Dans les présentations, au début, il y a des patientes qui disent « Oh là là, moi je viens depuis 6 mois, c'est super. » Et les autres disent « Non, mais depuis 6 mois, mais ça veut dire que ça ne marche pas, là, votre truc. » Si, non, mais en fait, parce qu'on aime ça aussi. Voilà. Bon. Ce qui va être très important aussi, ça va être un travail très, très intensif. Là, il faut qu'on ressorte avec des courbatures au cortex. Je vais faire de l'aérobic cérébral.
Donc en fait, on va faire des enchaînements avec des exercices à un rythme qui va être extrêmement soutenu, à la limite du supportable. Mais je suis désolée, c'est comme ça. J'ai un espèce de sadisme bienveillant qui m'anime. Alors, en général, j'organise des ateliers à un rythme donc, qui est soutenu, mais surtout une succession d'exercices qui vont arriver dans un ordre assez précis. On va s'échauffer, on va faire un travail attentionnel varié. Hein, je vous ai expliqué avec plusieurs attentions. Puis la mémoire épisodique, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, etc. Et en fait, on a une progression qui va s'organiser aussi d'un atelier sur l'autre. Alors là, le petit truc un petit peu délicat, c'est comme ces ateliers ils sont ouverts, en fait, on accueille les patients au fur et à mesure. Donc en fait, l'important, c'est pour moi de prévoir des exercices qui vont, un peu comme une institut dans une classe à plusieurs niveaux. Hein. Alors voilà, je vais dire, alors vous, c'est la première fois que vous venez, donc vous avez le droit de faire ça, mais vous, par contre, je vais vous demander de faire ça en plus, etc. Vous allez voir ce que ça donne tout à l'heure. Le maître mot, c'est tout ce que le crayon fait, le cerveau ne le fait pas. Donc même si c'est difficile, je demande aux gens de ne pas compter sur ses doigts, de ne pas se servir de son stylo quand voilà. Bon, après, s'ils veulent le faire, bien évidemment, je ne suis pas là non plus pour... Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de niveau éducatif, il n'y a pas de niveau socio-éducatif requis. On ne se sert pas des connaissances et du niveau culturel des gens. On met en marche les fonctions cognitives. Alors bien sûr, on va utiliser des mots, on va utiliser des chiffres, etc. Mais à chaque fois que je fais faire du calcul, en général, c'est plus 1, plus 2, plus 3. Bon, et puis si jamais je vois qu'il y a des soucis, si jamais je passais à une multiplication par 5, en général, il n'y a pas trop de soucis, mais voilà. On va utiliser des mots, on va utiliser... Voilà. Et en fait, pendant 3 ans, je me suis adaptée aux patients et en fait, j'ai construit des exercices qui étaient vraiment en lien en fait, avec les besoins spécifiques des patients parce qu'il ne s'agit pas non plus... Comme toutes ces petites applications qu'on va trouver sur Internet de réentraînement cognitif, c'est pas la même chose que la remédiation cognitive, hein, où il va falloir qu'on suive une petite coccinelle, comme ça très très vite sur l'écran, etc. Bon, on est d'accord, on n'est pas dans ce type d'activité. Très important aussi, ça va être, on est dans la vraie vie, hein, donc on a le droit de parler. Puis alors en plus, moi des fois je suis un petit peu chameau parce que pendant les exercices je leur parle, hein, juste toi aussi de les distraire un petit peu parce qu'on est dans la vraie vie, il y a un téléphone qui sonne, ok, moi je les dispute pas, je leur dis voilà ça fait partie de la vraie vie, ça va nous déranger un petit peu et puis ça va être aussi comment est-ce qu'on fait cette contrainte aussi de réengagement. Vous savez quand on fait un exercice, je leur dis là c'est comme à la fanfare, là on n'arrête pas l'exercice au milieu. Quand à la fanfare on a raté sur une note, on jette pas sa trompette, non, on la garde et on reprend la mesure d'après. Donc l'importance aussi de garder ce réentraînement comme ça et ce réengagement dans la tâche. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors après, voilà, c'est une ambiance qui est... Moi, je trouve ça sympa. Après, je ne sais pas, ils continuent à venir, donc voilà. Alors, on n'est pas un groupe de parole. Hein. Pour le moment, on laisse de côté les ressentis et les émotions en tant que telles, même si, bien évidemment, les échanges, ils sont toujours là, mais là, on est dans un faire ensemble. Ok ? Donc, il y a une émulation de groupe, on s'entraîne, on souffre, on rigole, et puis des fois, il y a même des récompenses, parce que c'est des fraises Tagada que je distribue. Alors, un petit exercice. Est-ce que ça vous intéresse ? Vous auriez dû dire non. Alors, je vais vous lire une suite de mots. Et vous allez compter mentalement, pas avec vos doigts. Mentalement. Dans cette liste de mots, vous allez compter le nom des professions qui contiennent le son A. C'est pas la lettre A, c'est le son, hein, c'est ce que vous allez entendre. Hein. AI, ça fait ça marche pas. AN, ça fait ça marche pas. Je veux que vous entendiez un A. Ok ? Donc là, on va travailler quoi ? L'attention soutenue, parce que je vous ai fait une liste un petit peu longue quand même. L'attention divisée, parce que vous avez plusieurs consignes à gérer à la fois. Et puis l'inhibition, parce que quand il y aura un A dans le mot, vous avez une représentation du mot écrit, c'est comme ça. Votre cerveau, il marche comme ça. On a une espèce d'automatisme à la lecture. Le mot, mentalement, même si vous n'en rendez pas compte, vous le voyez écrit, il va y avoir un A, vous allez dire non, celui-là, je ne peux pas le prendre, parce qu'il y a un I derrière. Ok ? Bon, ça, c'est un exercice quand même un petit peu plus compliqué. Je commence un petit peu moins haut. Mais imaginez-vous quand même qu'il arrive à un moment donné où nous, on s'amuse encore plus que ça. C'est-à-dire que je leur distribue une feuille avec plein de cases dedans. Et puis, je leur dis, écoutez, on va faire simultanément une course. C'est à celui qui remplira le plus grand nombre de cases en mettant des 8 dans la feuille que je vous ai donnée.
Alors on est d'accord, on n'écrit pas un 8 à chaque fois que je dis un mot. Non, non, on a écrit au moins 5 ou 6 8 en même temps que moi j'ai dit un mot. Parce qu'en fait, c'est la course au 8. Ok? Ça, c'est la double tâche. Et ça, je ne vous le fais pas faire. Je suis sympa. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. Donc, on est bien d'accord, vous comptez mentalement dans votre tête tous les noms de professions qui contiennent le son A. Ok? C'est parti. Lunettes, poncho, vache, accessoiriste, livre, pomme, cutter, caddie, machine, cruauté, mécanique, savoir, calendrier, vidage, squelette, cahier, géographie, diapositive, téléconseiller, ascenseur, chanteur, aristocrate, république, antiacide, caviste, chou-fleur, accordéoniste, poinçon, bagage, chiffon à poussière, détective, anxiété, visiteur médical, match, ruche, divorcé, attendre, étendard, pain, traîneau, jauge, voler, fixé, botaniste, boulanger, automatique, magistrat, suisse, déranger, bulldozer, casserole, assureur, fer à cheval, ascendant, bijoutier, dictionnaire, rouillé, banquier, remuer, maître d'hôtel, branche, dessinateur, tissage, crustacé, ajusteur-fraiseur, oreille, 4, statue, bouquiniste, bouche, antarctique, détective, goutte, on tient, plombier, désavantage, cendrier, blanchisseur, porte-voix, embuscade, intégrale, horticulteur, illusion, professeur, journal, marteau, lucarne, jumelle, menacé, poulpe, danseur, mayonnaise, jardinier, étrier, cygne, javelot, mieux, pharmacien, brancardier, cascadeur, stop, framboise, ongle, latex, fumée, laborantin, balançoire, océanographe, graduation, lion, ruche, remorque, juriste et hydrogène. Mais il y en avait 15. Donc, on est d'accord. C'était pas de réussir, hein. Il fallait juste le faire. Donc là, vous avez offert une petite séance d'aérobic à votre cerveau. Voilà. Bon. Alors, comme je suis assez sadique, j'ai une capacité à inventer des exercices, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, en fait, on travaille sur beaucoup de modalités, des modalités visuelles, auditives, etc. Alors, un petit mot quand même sur l'association du coup qu'on vient de créer, qui a un mois. En fait, on a décidé, ça a été très très lent en fait cette décision de savoir si on restait dans Bergognier ou si on sortait de Bergognier. Mais en fait, moi, depuis le début de l'aventure, j'ai une horde de louves derrière moi qui me poussaient. Et puis, on a beaucoup de difficultés, en fait, parce que c'est difficile. Et en fait, notre association, elle a quoi comme but? En fait, elle aura pour but de diffuser et de mettre à disposition des patients des outils. Et ces outils seront de deux ordres. Ils seront non seulement des outils pour les professionnels des soins, pour leur proposer voilà, tous ces ateliers qui sont faits avec une espèce de progression, de les mettre à disposition de professionnels qui souhaiteront se former pour animer ces ateliers. Et puis aussi, ça va être de proposer aux patients qui participeront aux ateliers, parce qu'on ne peut pas penser une remédiation cognitive sans une participation aux ateliers. Donc, de leur permettre d'avoir accès à une web application chez eux, sur leur ordinateur. Et ils ont 2-3 séances par semaine à la maison où les exercices qu'ils ont appris à faire en atelier, parce qu'en fait, il y a quand même un petit apprentissage, il faut comprendre les consignes. Celle-ci, elle était simple. Mais donc, voilà. Et en fait, de réellement faire un apprentissage. Donc, l'association, c'est quoi? C'est créer ces outils, les mettre sur une plateforme, et puis ensuite, on essaime. On essaime, donc on espère qu'à Limoges, bientôt, il y aura quelqu'un qui... voilà. On pense que d'ici janvier, normalement, on sera opérationnel, c'est-à-dire qu'on a des développeurs qui, en ce moment, travaillent à des devis. Après, le nerf de la guerre, c'est qu'on n'a pas de sous. Donc, bien évidemment, on va lancer une séance de crowdfunding. Donc, tous ceux qui souhaitent, qui seraient intéressés, vous n'hésitez pas. On a mis l'adresse, je vous ai mis l'adresse ici. Vous nous envoyez vos coordonnées et dès qu'on lance les choses, on vous envoie ça. Donc vous dire qu'en fait notre association c'est en fait une ASUP. Hein. On n'est pas une start-up, c'est très à la mode. Non, on est une ASUP. On est une association qui monte.
Voilà. Donc avec des patientes avec nous, le conseil d'administration, c'est essentiellement des patientes. Et puis on a un oncologue, un radiothérapeute. Et puis je pense qu'on sera beaucoup dans pas longtemps. Voilà. Merci de votre attention.